Donc je fais un petit rappel des épisodes précédents. Séquence numéro 1, on a parlé d'impact environnemental. Séquence numéro 2, on s'est posé la question du modèle économique de la formation numérique, avec des points de convergence, on l'a vu, entre des modèles économiques qui peuvent être vertueux d'un point de vue environnemental, et l'économie de la fonctionnalité a peut-être des clés à apporter pour cela. Et donc pour cette séquence numéro 3, on va parler d'un troisième thème, qui est celui de l'accessibilité. La capacité de la formation numérique à être délivrée pour tous et toutes, quel que soit son profil, ses capacités premières. Et on va notamment avoir un focus sur les personnes à besoins éducatifs particuliers. Et pour ça, on va demander à Fatia Tali Otmani, qui est maître de conférence à l'UMR Éducation, Formation, Travail, Savoir, à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès, de venir nous préciser une définition de qu'est-ce que c'est qui sont plutôt ces personnes à besoins éducatifs particuliers. Et Fatia est également chercheuse associée à des laboratoires dont les travaux de recherche portent sur le numérique, ça tombe bien, l'éducation, encore mieux, en y intégrant en premier chef les questions d'accessibilité. Parfait, c'était la personne qu'il nous fallait pour cette troisième table ronde. Donc Fatia, on t'applaudit, merci d'être avec nous. Je t'invite à t'asseoir. Fatia, donc j'ai parlé de personnes à besoins éducatifs particuliers. Est-ce que tu peux nous apporter une première définition? Oui, bien sûr. Alors, la question de ces besoins éducatifs particuliers, en fait, elles ont été abordées à différents moments, avec différentes approches, en fonction des pays, en fonction des cultures. En fait, on ne va pas avoir les mêmes définitions. Donc, je vais en donner une, qui est celle qui est la plus partagée, on va dire. Alors, les besoins éducatifs particuliers, on va les prendre au sens d'une société dite inclusive. Dans les travaux en fait, de recherche, on a les travaux de Charles Gardou, qui montre en fait qu'une société dite inclusive devrait prendre en compte et offrir à tout à chacun, quelle que soit cette personne, finalement, l'accès à tous les patrimoines, quels qu'ils soient. Donc les besoins éducatifs particuliers font partie de ces approches-là. Si on prend un premier niveau, on va penser dans un premier temps aux personnes qui sont en situation de handicap, évidemment. Donc on va penser au handicap dit visible, handicap visuel, auditif, etc. Mais bien souvent, on oblitère tous les handicaps invisibles. Et je prends un exemple, les troubles de la sphère autistique, par exemple, ne sont pas visibles. Et pour autant, ils ont aussi... En tout cas, ils ne sont pas nécessairement visibles. Ils ne sont pas nécessairement visibles, mais ils créent un obstacle pour certains types d'apprentissage, donc ils sont à prendre en compte. On peut avoir toute la sphère aussi de la maladie, évidemment, qui peut se déclencher à tout âge. On a tout ce qui réfère, par exemple, aux troubles des apprentissages, toutes les dyslexies diverses et variées, des orthographies ou autres. On peut avoir d'autres entrées qui sont liées, on va dire, plus on va dire, des avantages sociaux et économiques, par exemple, les enfants issus de familles en très grande pauvreté. Donc le fait, par exemple, d'acheter une tablette, ça coûte cher, donc tout le monde n'a pas tous les accès possibles. On peut penser aux personnes allophones, qui ne parlent pas la langue française, et qui auraient, par exemple, besoin, pendant cet échange aujourd'hui, d'un traducteur. Et il y en a dans la salle, désolé. Voilà, donc on pourra penser après à l'environnement qui va avec. On peut penser aussi à toutes les personnes qui fonctionnent, on va dire, cognitivement différemment. On peut penser aux personnes qui ont un haut potentiel intellectuel et qui, elles aussi, nécessitent certaines adaptations. Donc du coup, on peut aller très très loin. On peut aller aussi aux mineurs incarcérés. Donc ces besoins éducatifs particuliers, qu'est-ce qu'on y retrouve? En fait, on y retrouve tout ce qui peut éventuellement poser obstacle à l'accès à l'apprentissage. Donc peu importe finalement d'où ça vient, l'origine. Mais est-ce qu'on n'a pas tous des besoins éducatifs particuliers finalement? Divers et variés. On va dire que les uns et les autres, on va se sentir plus ou moins à l'aise selon les environnements où on se trouve. Si on nous met dans un désert, évidemment, on ne va pas être à l'aise parce qu'on ne saura pas où trouver de l'eau. On aura un besoin éducatif particulier qui sera spécifique. C'est qu'on n'aura pas les outils pour aller chercher les lieux. Où est l'eau? Quelqu'un qui est aborigène saura de manière très simple finalement aller repérer toutes les caractéristiques et puis trouver l'eau. Donc ce besoin éducatif particulier, ça va dépendre de l'environnement. C'est pour ça qu'après, on va questionner l'environnement. De la personne et de son environnement Exactement. Donc, on revient sur cette question de la contextualisation, qui était un sujet premier dans la table ronde. Je crois que c'était un des premiers mots-clés qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc ça renvoie plus largement à la question de l'accessibilité, donc qui dépend de la personne, de l'individu, mais de son environnement aussi, on y reviendra.
Alors, quelle place du numérique là-dedans? Quand on parle de formation numérique, on est à la soirée de l'éducation digitale responsable, on va se concentrer là-dessus. Est-ce que l'usage du numérique favorise l'accessibilité de l'apprentissage pour ces populations à besoins éducatifs particuliers? Et j'entends déjà la réponse. Ça dépend, j'imagine. Ça dépend. Je vais reproduire la réponse du collègue tout à l'heure. Ça dépend. Oui, effectivement, tout dépend comment on pense le numérique. Le numérique peut devenir un obstacle à l'apprentissage parce que justement il est mal conçu, on l'a dit. Ça peut partir tout simplement du design. Ça peut venir, j'en sais rien, d'un exemple tout simple, de couleurs trop importantes sur certains environnements. On parlait, avant que ça démarre, de gens qui étaient daltoniens et qui finalement, la formation numérique devait être pensée aussi en fonction de ces personnes-là. Exactement. Et on peut penser le contraire, c'est-à-dire qu'on peut se dire ce numérique peut être pensé et designé au départ pour compenser au contraire les obstacles d'apprentissage des personnes qui ont des besoins particuliers. Et là, je vais donner quelques exemples assez simples. La dictée vocale pour les personnes justement qui auraient des désavantages éventuellement moteurs pour taper, ou la synthèse vocale parce que ces personnes seraient éventuellement dyslexiques et auraient cet intérêt à utiliser cet outil pour faciliter l'accès à la lecture, donc la compréhension, et ainsi de suite. Du coup, il n'y a jamais une réponse tout en noir ou tout en blanc, je pense. C'est toujours à penser en fonction, toujours la même chose, de la personne, de l'environnement. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce numérique? Et parfois, justement, ce numérique peut être contre-productif. J'imagine donc la personne, l'environnement et l'objectif pédagogique. Exactement. J'imagine aussi que ça va être un sujet. Ouais. Tu as travaillé pour le compte du ministère de l'Éducation et de la FINEF, l'association qui représente les entreprises du numérique pour l'éducation et la formation, sur un rapport qui présentait justement les freins et leviers d'adoption des outils numériques pour l'éducation du point de vue des enseignants. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en présenter quelques résultats? Oui. Alors, juste pour reprendre un petit peu le contexte aussi de cette recherche qui a été menée pour le ministère, c'est un GTNUM, donc c'est un groupe de travail numérique, financé par justement une association, la FINEF, qui représente l'ensemble des entreprises qui élaborent des logiciels, et en particulier les logiciels éducatifs. Et la grosse question qui se posait, c'est finalement, il y a énormément de logiciels à disposition pour le numérique éducatif, mais pourquoi les enseignants ne s'en emparent pas? Donc, oui, mais pourquoi il n'y a pas finalement de mise à grande échelle de ces outils? Donc nous, on est parti questionner les enseignants. On en a interrogé 1027 par un questionnaire en ligne pour voir justement les freins et les leviers potentiels. Donc on a regardé, je vous en donne quelques-uns et à chaque fois j'essaie d'équilibrer pour à la fois donner le frein et le levier. Un des premiers freins qui est apparu, c'est qu'en fait, très clairement, le numérique, quand il est pensé décloisonné de la discipline. Du coup, l'enseignant, quand il voit le logiciel, il n'en voit pas l'intérêt direct dans sa discipline. Donc, le levier inverse, c'est de se dire, pour les concepteurs de logiciels, c'est en amont de penser finalement tout simplement à un intérêt pour la didactique de la discipline, puisque les enseignants ont besoin d'imaginer ce qu'ils vont pouvoir en faire pour l'enseignement. Juste que je comprenne bien, je suis fournisseur de logiciels, je développe un logiciel qui doit aider un prof de maths à délivrer un enseignant de mathématiques. Je ne pense pas nécessairement mon logiciel en fonction de la discipline mathématique, mais je me dis, je pense le logiciel parce qu'il y a un cours à donner. C'est ça un peu le mauvais exemple à ne pas suivre. Exactement. C'est-à-dire que des fois, on a des logiciels très, très élaborés qui ont été conçus par des informaticiens, donc voilà, des designers divers et variés. Mais en fait, on n'en voit pas au moment de la mise en vente de ce logiciel ou de la mise à disposition pour les enseignants. L'enseignant en face n'en voit pas immédiatement l'intérêt pour sa discipline. On reprend l'exemple de tout à l'heure, ou en tout cas la remarque de tout à l'heure, c'est est-ce que le numérique, en termes d'enseignement des mathématiques, me permettrait de faire un truc en plus que ne permettrait pas de faire un cours classique? C'est peut-être là aussi l'intérêt d'un logiciel de formation des maths par le numérique. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Là, tu renvoies en fait à la question de la formation de ces enseignants, et puis ça a été abordé un petit peu. C'est qu'au final, au moment de la formation des enseignants, ils ont deux gros blocs. Ils ont le bloc didactique, on va d'abord les former sur la discipline, c'est ce qu'on attend d'eux. Deuxième gros bloc, c'est la gestion de classe. Donc ça, c'est deux gros blocs quand on débute la carrière. Et puis le numérique, en fait, est un outil pour la formation et les enseignants s'en emparent, mais c'est très secondaire. Donc ils vont aller chercher quelques outils.
évidemment, ça peut être très très utile. Mais c'est toujours la même chose. Ils vont les utiliser uniquement si eux sont à l'aise avec l'outil, de 1, de 2, s'ils en voient un intérêt immédiat. Par rapport à leur discipline, pour renvoyer à ton Exactement. premier exemple. Est-ce qu'un autre résultat peut-être de ce rapport? Un deuxième résultat qui était interpellant, c'est que beaucoup d'enseignants en fait, étaient très acculturés et utilisaient énormément le numérique dans leur quotidien, mais très peu d'un point de vue pédagogique. Donc il y avait un vrai décalage et on s'est posé la question du pourquoi. En fait, tout simplement, c'est que les outils qu'ils utilisaient pour leur quotidien n'étaient pas du tout les mêmes, de 1 pour la pédagogie, et de 2, il y avait un intérêt, motivation personnelle, à utiliser certains outils pour le quotidien de tous les jours, mais il n'y avait pas beaucoup d'intérêt pour finalement la pédagogie. Ben, on revient à ce que disaient les collègues tout à l'heure, la diffusion, c'est ce que vous disiez sur la recherche, c'est qu'il y a énormément de travaux de recherche sur l'intérêt du numérique, mais on en connaît aussi toutes les limites. Et du coup, il n'y a pas d'information ou de diffusion finalement de ces résultats de la recherche. Il y a énormément, par exemple, de mythes autour de l'apprentissage avec le numérique. Le numérique ne permet pas de tout résoudre. Un élève n'apprendra pas mieux parce qu'on va le mettre devant un écran. C'est pas vrai. Il va devoir, au contraire, développer de nouvelles compétences pour savoir utiliser le logiciel, savoir utiliser tout simplement tout ce qui va défiler, etc., etc. Et on a des exemples qui vont plus loin. Par exemple, l'exemple des tablettes qui ont été énormément utilisées au Canada, un grand équipement, voilà, grande masse, et on s'est aperçu en fait de leurs limites. Pourquoi? Parce que dès qu'on utilisait la tablette, en fait, il y avait le clavier alphanumérique qui se mettait au milieu, et donc on perdait la moitié de la lisibilité de l'espace de lecture. Donc du coup, il y a tous ces éléments-là, on les a, donc il y a des recherches qui sont faites, qui montrent l'intérêt de certains outils et d'autres qui sont contre-productifs, mais ils ne sont pas diffusés. Donc l'enseignant, en fait, se débrouille plus ou moins avec des centaines et des milliers de logiciels à disposition. Alors on a parlé de l'open source, il y en a beaucoup qui utilisent l'open source parce qu'il n'y a pas forcément de financement, de 1, de 2, quand ils achètent un produit, eh bien, ils sont déjà acculturés, c'est-à-dire que ce sont des gens motivés, qui ont déjà une formation technique, et on a eu des différences justement entre les enseignants qui étaient avec une formation plus informatique, technologique, et ceux qui ne l'avaient pas. Donc on voit qu'il y a une différence. Il y a une grosse différence qui est apparue, qui nous a aussi beaucoup interpellés, c'est l'usage des femmes. Donc on a eu un vrai l'usage par les femmes. Par les femmes. Ouais. En fait, on pas a tout à fait pareil que l'usage des femmes. Non. C'est pour ça que je me suis permis de rebondir. Merci de ta correction. L'usage du numérique par les femmes. Excellent. Non, mais c'était dans mon idée. En plus, c'était vraiment sincère. Donc, c'était pas pour faire la blague, ça m'a interpellé d'un coup. Voilà, pardon. On revient, l'usage du numérique par les femmes. Exactement. Quelle est la différence par rapport aux hommes? On s'est aperçu qu'en fait, les femmes suivaient par exemple plus de formations que les hommes sur l'usage du numérique, concrètement parlant. Elles se formaient plus à l'usage du numérique. Merci. Que les hommes. C'est pas juste qu'elles utilisaient plus d'outils numériques, c'est qu'elles se forment plus à l'usage. Elles ont tendance à plus s'inscrire parce qu'elles manquent de confiance en elles sur ces outils. Mais au final, quand on regarde sur l'usage réel en classe, en fait, les hommes les utilisent plus. Du coup, on s'est posé la question du pourquoi. Et le pourquoi, c'est un des freins, c'est un frein technique et technologique. C'est-à-dire que quand il y a un bug, en fait, elles ne se sentent pas du tout à l'aise pour aller réparer et bidouiller, entre guillemets. Et comme en plus, un second frein vient, c'est qu'il n'y a pas forcément de personnel dédié dans les établissements scolaires pour accompagner en cas de besoin, eh bien, en fait, ils se disent, je ne prends pas le risque, j'y vais pas. Voilà, je ne prends pas ça. Donc, du coup, un levier serait effectivement, d'avoir des exemples de partage de pratiques par des femmes, pour des publics mixtes, pour montrer que on peut fonctionner de la même façon et très très bien réussir, quel que soit le genre finalement, homme ou femme, mais en plus, il y aurait un partage de pratiques liées à la fois à la discipline. Voilà ce que j'en fais de cet outil-là, très concrètement. Moi, le prof de maths, voilà comment j'utilise cet outil-là. Exactement. Et donc ça, c'est vraiment un levier qui est demandé pour pouvoir justement être au plus près des besoins de la classe, on va dire. En l'occurrence, moi, la prof de maths, pour reprendre l'exemple. Moi, la prof de maths. Et pour aller plus loin, c'est qu'il y avait un autre frein qui était justement sur ces formations qui sont offertes, parfois obligatoires par l'éducation nationale, diverses et variées, c'est qu'il disait elles sont décrochées de notre réel. C'est-à-dire qu'il y a des commandes qui sont faites, mais qui ne sont pas directement en lien à leurs besoins réels. Et donc, du coup, un des leviers serait aussi, peut-être, en amont de la conception ou de la proposition de formation, de voir quels sont les besoins réels des enseignants sur le terrain, parce que leur contexte d'exercice n'est pas le même. Là, on précise bien qu'on parle de formation, en tout cas d'outils numériques pour la formation, qu'elle soit elle-même numérique ou pas, en tout cas. C'est d'intégration d'outils numériques dans une formation
délivrés par le numérique ou délivrés en présentiel, mais en utilisant un outil numérique. Donc on est sûr, voilà, je pense que c'est important d'apporter cette petite nuance. Exactement. Est-ce qu'il y a un dernier résultat du rapport Oui. sur lequel tu souhaiterais insister? Il y a un des éléments qui est ressorti, qui nous a aussi interpellés, mais qui est une réalité. C'est-à-dire que d'un point de vue organisationnel, en fait, les formations étaient imposées sur un temps de personnel. Donc du coup, il y avait un frein, un motivationnel à y aller, en disant je vais y aller un mercredi après-midi, ouais, mais c'est pas le temps où j'ai envie d'y aller. Donc du coup, oui, puis je suis pas payé. Là, beaucoup, c'est pas dans mon temps de travail. C'est pas mon temps face à élèves ou donc face à la classe. Donc du coup, pour les enseignants, il y avait ce frein-là qui venait. Donc peut-être penser aussi que ce temps de formation fait partie aussi du temps de travail, et ça peut être un levier, à mon avis, positif, qui peut motiver au-delà. Donc du coup, une conception à la fois des besoins dès le départ, de se dire on peut diffuser les résultats de la recherche parce qu'on va casser quelques neuromythes sur l'usage du numérique, il est utile mais à certaines conditions. De 3, avoir des partages de pratiques avec les disciplines, et là pour le coup, accompagner les personnes une fois qu'elles sont sur le terrain. Parce qu'il disait, mais une fois qu'on a la formation, ok, on a eu nos 3 heures ou nos 6 heures, mais il n'y a plus personne. Si j'ai un bug, si je pose, il n'y a plus personne. Donc peut-être mettre en place des choses en termes de partage, donc là je vous rejoins, qui soient des forums, des choses comme ça, ça fonctionne très très bien et ça peut être même très largement diffusé, pour le coup, ouvert à tous. Et intégrer ça dans le parcours de formation à l'usage d'outils numériques pour la formation. Exactement. En fait, c'est former des gens par le numérique, au numérique, dans la formation. Là encore, une petite mise en abîme. Pour croiser ton regard académique, j'ai proposé à Anne-Sophie Jiménez de venir nous rejoindre sous vos applaudissements. Anne-Sophie, je rappelle que tu es cofondatrice de WeDid, oui, qui a 3 activités. Une agence de conseil en innovation pédagogique, mobilisant notamment la réalité virtuelle. C'est ça dont on va parler ensemble. Tu es également, WeDid est organisme de formation Calliope pour des entreprises et des établissements utilisant des simulateurs de réalité virtuelle. Et enfin, tu vends des licences de contenu de réalité virtuelle sur le volet soft skills, par exemple entretien de recrutement. Avant de rentrer dans le détail et de te faire réagir aux propos de Fathia, je trouvais intéressant de te poser la question de ton parcours personnel et de pourquoi tu as créé WeDid. Oui. Alors, en fait, pourquoi on a créé WeDid? Parce qu'on est 2 associés. Donc, Aurore Thion a créé WeDid avec moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on partage une conviction forte, c'est qu'il y a une fracture pédagogique entre les gens qui, comme moi, ont la chance d'avoir une façon d'apprendre qui correspond à la façon d'enseigner majoritairement représentée aujourd'hui dans nos établissements scolaires, et les gens qui, comme Aurore, n'ont pas cette adhésion, cette correspondance, et du coup qui sont souvent confrontés à du décrochage scolaire. Et en l'occurrence, Aurore, elle a redoublé 3 fois dans sa scolarité, et pourtant aujourd'hui, elle a un Master 2 en ingénierie pédagogique, et elle a aussi un diplôme en data analyse. Donc ce n'est pas du tout une question d'intelligence, c'est qu'elle n'a pas les mêmes ressorts motivationnels que moi en matière d'apprentissage. Et donc face à ça, en fait, après, cette fracture, elle fait que s'augmenter. Et moi, ce que j'ai vécu le côté positif, c'est que j'ai eu des études faciles, et puis je suis arrivée sur le marché du travail où en fait, en gros, on m'attendait et on m'a offert encore plus de solutions pour m'apprendre à mieux me connaître, à mieux me développer, du coaching et tout ce qui s'ensuit. Et du coup, l'écart s'est encore creusé avec les personnes qui en fait n'ont pas les bons diplômes, et du coup, ça ne fait que s'accentuer. Et face à ça, on a voulu trouver une solution. Et cette solution, en fait, on l'a découverte au travers de la conjonction de 3 disciplines qui sont la pédagogie, la réalité virtuelle et la data science, / l'intelligence artificielle, quand on veut parler plutôt en termes marketing. Voilà. Donc c'est ça qui m'a amené à créer WeDid, en fait. Avec l'idée que cette réalité virtuelle / data science pouvait être un moyen de réduire des inégalités pour des populations éloignées géographiquement, voilà. On en a parlé avec le numérique depuis le début, mais surtout, on va dire socialement, ou en tout cas sur des questions d'accessibilité. On n'a pas tous les moyens d'accès
j'allais dire Alors, intellectuels, oui. en tout cas, ou sociaux, par rapport à l'apprentissage. C'est ça. En fait, il y a deux effets. Il y a l'effet accessibilité, effectivement, parce que quand j'habite à Paris, c'est plus facile d'avoir accès aux meilleurs lycées et puis après aux meilleurs coachs, etc. Si tant est que j'en ai les moyens financiers, hein, ça c'est encore autre chose. Si je suis dans le fin fond de l'Ariège, c'est beaucoup plus compliqué de m'entraîner à passer un entretien d'embauche, par exemple. Si je n'ai pas dans mon entourage familial des gens qui savent parler en public, c'est compliqué d'accéder à ça. Et donc, c'est vrai que le moyen numérique peut permettre non pas de remplacer, mais de compléter en fait d'autres moyens pédagogiques. Et puis, il y a un autre volet qui est plutôt de l'ordre motivationnel, c'est qu'il y a des gens qui n'apprennent, enfin qui apprennent surtout en faisant. Et ça, c'est le cas de mon associée Aurore. Elle a besoin concrètement de voir à quoi ça sert ce qu'elle apprend. C'est des personnes qu'on dit kinesthésiques, si je ne dis pas de bêtises. Alors, des gens qui apprennent par leur... Moi, je suis une praticienne, je ne suis pas une théoricienne, donc je n'ai pas forcément les bons mots pour le dire. Mais en tout cas, elle n'apprend pas... moi, j'apprends, c'est la compétition intellectuelle, en fait, mon motif, ma motivation. Elle, c'est vraiment pouvoir concrètement apprendre quelque chose qu'elle va mettre en pratique. C'est-à-dire pas seulement lire, écouter... ou écrire, apprendre en faisant. Mais apprendre en faisant. Ce qu'on appelle apprendre en faisant. Et ça, on peut le faire aujourd'hui dans la réalité virtuelle. Et en plus, nous, en tant que data scientist et pédagogue, en fait, on peut observer un être humain en train de réaliser quelque chose dans des conditions que son cerveau interprète comme la réalité. Et en faisant ça, comme quand quelqu'un vous regarde en train d'apprendre à conduire, l'examinateur, il vous observe, à la fin, il dit c'est bon, vous avez le permis de conduire, je vous ai observé, vous avez le comportement. Je valide votre comportement. Voilà. Et dans la réalité virtuelle, il n'y a plus l'examinateur, mais il y a de la collecte de données à travers les capteurs du casque et des manettes qui permettent du coup, évidemment, parce que dans le simulateur, on a codé des objectifs pédagogiques et des moyens d'atteindre et quelles sont les datas qu'on veut extraire, qui nous permettent en fait de modéliser finalement comme un coach digital au sein de l'expérience qui du coup va décrypter toutes les données que vous produisez et pour vous dire voilà où vous en êtes de votre progression par rapport à tel objectif pédagogique ou telle compétence. Fatia, dans le rapport que tu as mené, est-ce que la question de la réalité virtuelle a été abordée ou est-ce que ça reste, on va dire, des sujets encore très confidentiels par rapport au numérique dans la formation ? Alors, dans l'enquête, en fait, on a eu, par exemple, près de 1000 logiciels qui ont été cités. Dedans, il y avait quelques logiciels, effectivement, qui apparaissaient, qui pouvaient relever de la vérité. Allez, Mirage Make, qui permet simplement, avec un QR code, de donner une réalité augmentée. Ça a été un, par exemple, des logiciels qui a été... réalité augmentée, voilà, pas mais tout à fait on pareil que la n'était réalité pas virtuelle. dans la réalité virtuelle. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a encore un manque d'équipement très clair dans les établissements. Alors, les établissements qui ont... Moi, que j'ai vu à l'heure actuelle en œuvre, c'est des CFA professionnels. Donc, pour le coup, qui mobilisent ces outils et qui fonctionnent très, très bien, justement. Justement, on prend un exemple là de bon usage ou d'intérêt qui paraît évident quand on est sur une formation professionnelle où je dois former quelqu'un à un usage, à un comportement, à une pratique, à une geste. Est-ce qu'il y a d'autres situations dans lesquelles, en général, la réalité virtuelle est adaptée à la formation ? Alors, c'est vrai que la réalité virtuelle, elle a commencé sur le geste et ici à Toulouse, beaucoup dans l'aéronautique parce qu'il y avait un équilibre économique, c'est-à-dire que modéliser un avion, ça coûte moins cher que d'immobiliser un avion sur une piste. Voilà. Ça paraît assez évident. Voilà. Et en revanche, sur les soft skills, l'équilibre n'est pas encore tout à fait clair. Il dépend beaucoup d'une scalabilité qui dépend elle-même du taux d'équipement, en fait. Donc, voilà, donc du coup, on est un peu pris dans ça. Sur les cas d'usage de la réalité virtuelle, parce qu'encore une fois, ce n'est pas pour tout, c'est pas pour tous les objectifs pédagogiques, c'est pas pour tous les publics. Ça reste un outil. Donc, avec un outil, on peut construire. Avec un marteau, on construit une maison, on peut tuer quelqu'un. La réalité virtuelle, c'est un peu ça. Ça reste un outil. On peut se prendre des belles gamelles en réalité virtuelle. Voilà. On peut être malade aussi. On peut avoir très mal au cœur en réalité virtuelle. Voilà. Donc, mais pour les cas d'usage, en fait, il y a un acronyme qui résume un peu tout ça. On dit RIDE en anglais, parce que c'est plus joli que READ, mais surtout parce que ça vient des travaux qui sont menés à Stanford par le VR Lab de Stanford, qui disent en fait que dès lors qu'une situation est rare, donc par exemple Walmart aux États-Unis, ils forment leurs caissiers et les vendeurs au Black Friday. Donc pourquoi ? Parce que c'est un événement qui arrive qu'une fois par an. Dans la prévention des risques, c'est pareil. Former quelqu'un au tsunami, en fait, ça peut être fait en réalité virtuelle, parce que c'est très compliqué de reproduire ça autrement.
L'autre lettre, c'est le I, donc impossible. Donc par exemple, il y a des formations maintenant où on se retrouve miniaturisé et à l'intérieur du corps humain pour voir le cœur et pour voir l'impact des maladies sur le cœur. Le D, c'est pour dangereux. Donc par exemple, la formation dans les centrales nucléaires, un accident dans une centrale nucléaire, c'est hyper adapté. On va pas faire semblant, on va pas créer un accident pour en profiter pour se former. Ou alors, en ce moment, j'ai un client sur l'aéronautique, c'est les portes. Apparemment, il y a beaucoup de problèmes pour ouvrir les portes des avions, surtout en cas d'urgence, évidemment. Et ben là, on ne va pas casser une porte d'avion à chaque fois que... Et surtout pas en plein vol. Voilà, en plus, voilà. Et puis le E, c'est pour ce qui est, ils disent expensive, donc tout ce qui est cher. Donc par exemple, apprendre à parler devant 200 personnes, ça peut se faire en vrai, oui, mais il faut louer un amphithéâtre, il faut louer, entre guillemets, 200 figurants, donc ça reste très cher et donc ça justifie l'investissement dans un module de réalité virtuelle. Anne-Sophie, tu es aussi engagée, comme Fathia, dans l'évaluation de dispositifs innovants pédagogiques. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Avec justement, il y avait aussi la question de l'évaluation de l'intérêt de la réalité virtuelle. Oui, alors effectivement, parce que comme tu le disais en introduction, nous on est à la base une société de conseil. Donc parfois, ça nous arrive, dans notre mission de conseil, en fait, notre mission première de conseil, c'est de faire le bon diagnostic du client pour pouvoir lui proposer le bon outil. Voilà. Et parfois, c'est la réalité virtuelle, parfois, c'est toute autre chose. Donc on avait vraiment à cœur de comprendre mieux, et il y a assez peu de recherches encore et d'études sur le sujet, quelle était réellement l'efficacité pédagogique de la réalité virtuelle. Donc grâce à Pôle emploi Rhône-Alpes, on a financé une expérimentation qu'on est en train de terminer sur les décrocheurs scolaires. Donc, en fait, l'idée, c'est on expose à peu près 150 décrocheurs scolaires. On les répartit en 4 groupes. Un groupe témoin, un groupe qui va avoir accès à des modules de e-learning pour apprendre la réparation de vélo. Un troisième groupe qui a de la réalité virtuelle pour se former au métier de la réparation de vélo et pour se former à l'entretien d'embauche, et le quatrième groupe qui a les deux. Et en fait, à chaque fois, on vient mesurer avant-après comparativement l'impact sur la confiance en eux, puisque c'est une population souvent qui a ce déficit-là, le développement des compétences bien sûr, et puis la volonté de se projeter dans un avenir professionnel. Voilà. Et ça va nous permettre justement nous, notre conviction, c'est que ce qui va marcher le mieux, c'est le combo des deux, c'est le e-learning plus la réalité virtuelle. Mais c'est ça qui va nous permettre de mieux doser en fait les efforts en termes de conception et de savoir quels sont les meilleurs attelages entre modalités pédagogiques. Et donc là, les travaux sont en cours, on n'a pas encore les résultats. Fathia, j'imagine que tu as une réaction à apporter sur ce travail. Donc encore une fois, un travail de praticien, et on est intéressé d'avoir ton regard de chercheuse, notamment sur les critères d'évaluation qui me semblent intéressants. Est-ce que c'est des critères qui sont reconnus par la science pédagogique? Est-ce que ce sont des bons critères? Bons critères, à partir du moment où déjà on s'intéresse aux compétences, c'est des bons critères. Alors après, la critique de la compétence, c'est que théoriquement, une compétence, c'est une mise en situation. C'est vérifier qu'on peut mobiliser effectivement les connaissances en situation. C'est un savoir-agir. Donc la limite, à mon avis, de la réalité virtuelle, c'est qu'on est toujours dans un environnement qui n'est pas dans le réel. Donc c'est passer, à mon sens, dans la suite de la phase d'évaluation qui est d'abord dans la réalité virtuelle à une réalité terrain. Voilà, voir justement ce transfert des compétences, si tel qu'il a été mesuré dans un premier temps, est efficace sur le terrain. Parce que faire face à tous les possibles sur le terrain, c'est autre chose que face à un environnement quand même sécurisé. Et la question de la confiance en soi. Alors moi j'utilise un indicateur, je ne sais pas si c'est le même, mais j'utilise l'auto-efficacité comme indicateur. L'auto-efficacité, c'est la croyance des personnes à pouvoir justement mener à bien une action dans un contexte donné. Et c'est un très bon indicateur qui permet effectivement d'avoir un outil statistique, mesurable, et on a en fait une auto-efficacité relative à certaines tâches. Du coup, je n'ai pas une auto-efficacité générale pour tout. J'ai une auto-efficacité, par exemple, la réparation de vélo. Et du coup, on peut la mesurer. Donc après, effectivement, si on regarde les critères de l'évaluation, tout dispositif d'évaluation doit être regardé sur d'autres choses. C'est quoi finalement les objectifs qui ont été donnés au départ? Et là, c'est la question de l'alignement pédagogique. Qu'est-ce qui a été réellement mis en place dans l'activité, qui ont été réellement portés par les enseignants et par les apprenants? Et puis au final, qu'est-ce qu'on peut évaluer? Et la méthode même d'évaluation de ces fameuses compétences
est à regarder. C'est-à-dire que là, pour le coup, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes, mais qui, du coup, dans ce que vous disiez, il y a déjà des très bonnes choses. Le fait de le faire avant, après, on peut déjà mesurer une évolution. Parce que c'est vrai que si on regarde qu'à la fin, on n'a pas de premier niveau. Mais comme travail d'évaluation, on peut aller toujours plus loin, de toute façon. On peut toujours aller, mais c'est une bonne réflexion à mener ensemble. Et voilà, une rencontre se fait ce soir. Est-ce que la question de l'accessibilité par le numérique ou grâce au numérique se résume qu'à une question d'outils? Est-ce qu'il n'y a pas la question du positionnement de l'outil dans un environnement plus global? Là aussi, la réponse est un petit peu dans la question. Mais Fathia, je voulais te faire justement revenir sur un concept qu'on a évoqué ensemble en préparant cette table ronde. C'est le concept d'environnement capacitant. Donc au-delà du vocable un peu d'ingénieur pédagogique ou de chercheur en pédagogie, concrètement, qu'est-ce que c'est? Ouais. Alors, il y avait Gaël qui a commencé à en parler, des capacités d'ailleurs. Alors, pour retracer un petit peu l'historique, parce que du coup, parler d'environnement capacitant, on ne sait pas d'où ça vient. Mais rapidement. Rapidement. Ça va être très rapide et ça va te parler parce que ça parle au départ de l'accès en fait, à la nourriture. Il y avait en Inde, Amartya Sen, qui a travaillé sur ces questions-là. Il y a la nourriture disponible et puis il y a des gens qui meurent de faim. Pourquoi, en fait, ces personnes n'accèdent pas à ces ressources qui sont disponibles? Et en fait, il a regardé, il y a des facteurs, ce qu'on appelle les facteurs de conversion, qui vont empêcher l'accès aux ressources. Ça va être le manque de moyens, le manque d'informations, le manque de possibilités de se déplacer, etc., etc. Si on rapporte ça en fait, à ces environnements capacitants, ça a été repris par l'ergonomie en fait, constructive de Falzon, qui a travaillé sur ces questions d'environnement capacitant. Un environnement capacitant, c'est quoi? C'est finalement un environnement qui permet le développement des compétences, qui permet aux personnes de développer les possibles, leurs possibilités d'action, d'agir en situation et de réguler leur action, et du coup leur donner l'autonomie. Alors comment on va le penser? On va le penser sur 3 niveaux. On va penser à un environnement qui soit préventif, qui ne va pas mettre justement en danger les apprenants, de 1, de 2, qui soit universel, qui prenne en compte l'ensemble des besoins éducatifs particuliers. On y revient. Et qui soit développemental, qui permette réellement le développement de compétences pour pouvoir agir. Et là, on parle du pouvoir d'agir. C'est-à-dire qu'on a tous un pouvoir agir. Et je rajoute un petit « D » devant, pouvoir agir, je sais que je peux, mais je n'ai pas les moyens de réellement le mettre en œuvre. Eh bien, ce petit moyen, ce facteur intermédiaire, là, c'est de passer du agir à pouvoir d'agir. C'est là où l'environnement capacitant vient entrer en jeu et il doit être conçu dès le départ. Et on pense donc à l'outil, je reviens sur la formation numérique, encore une fois, c'est notre sujet. Je suis dans mon ordi, la question est de savoir est-ce que être moi devant mon ordi, c'est le bon environnement capacitant? Et du coup, je me tourne vers toi, Anne-Sophie. Est-ce que la réalité virtuelle permet du coup de créer des environnements virtuels plus capacitants qu'un environnement réel sans réalité virtuelle? T'as compris l'idée? Ça dépend. La bonne réponse, c'est ça dépend. Je reformule ou c'est bon? Non, j'ai pas compris. En fait, je me posais la question de savoir, est-ce que la réalité virtuelle, qui permet de... Peut-être c'est même la réalité augmentée, du coup, enfin, on pourra en débattre. Est-ce que, justement, pour empêcher, en tout cas pour ne pas résumer la formation numérique à moi devant mon ordi, ce qui n'est peut-être pas un environnement capacitant ou très capacitant, en tout cas pas forcément très excitant, est-ce que la réalité virtuelle permet de créer un environnement plus capacitant? Oui et grâce au non, numérique? c'est-à-dire que déjà il y a la problématique de l'équipement, c'est-à-dire que il y a quand même moins de casques que d'ordinateurs aujourd'hui, voilà. Après, disons que j'ai accès à cet mis équipement, à part, on va dire, effectivement. Alors ça a moins de limites que le digital, que le PC, parce que simplement on n'est plus en 2D, on est en 3D. Et en fait, on vit dans un monde 3D. Donc voilà, forcément, quand on met un casque, on a plus la sensation de réalité que quand on regarde un écran. Puis il y a la deuxième chose, c'est qu'on est acteur. Donc on n'est pas juste en train pour caricaturer, en train lire, de répondre de cliquer, à un quiz, voilà, de cliquer. On réalise des actions, on est engagé. D'ailleurs, ça se voit dans les IRM, en fait. Quelqu'un qui est en réalité virtuelle, il a tout son cerveau quasiment qui est allumé, comme dans la vraie vie, alors que quand on lit ou quand on regarde une vidéo, il y a 2-3 zones maximum qui sont allumées. Donc oui, il y a cette capacité-là à nous engager plus dans les expériences, si elles sont bien faites, évidemment, comme toujours. Et puis je rajouterais, il y a quand même une chose mais qui est vraie pour le virtuel, qui est vraie pour le digital, c'est que souvent quand on s'engage, pour être engagé en formation,
il faut avoir un objectif et il faut préparer les gens à déjà définir un objectif. Et souvent, c'est ce qu'on voit, tout à l'heure, on parlait des formations professionnelles où en gros les managers inscrivent les gens sans leur expliquer pourquoi. C'est vrai qu'il y a ça aussi à faire, ce chemin-là pour moi, pour que les gens tirent le maximum d'une expérience de formation. Et ça, on peut le faire avant la réalité virtuelle, on peut le faire pendant, comme un jeu vidéo en fait, mais il faut bien clarifier les missions à réaliser et pour le coup, c'est ça qui va créer en fait la motivation à rester et à se développer. Revenons peut-être sur quelques exemples de populations à besoins pédagogiques particuliers, ce dont on peut penser, les gens qui sont en situation d'électronisme, des gens qui ne savent pas manier un ordinateur, des gens qui sont peut-être même en situation d'illettrisme, en situation de handicap, ou des gens qui sont plus vieux, plus jeunes. Est-ce que, a priori, la réalité virtuelle est plus adaptée à une population plutôt qu'une autre? Et après, on élargira à d'autres questions, d'autres outils numériques. Oui, en fait, alors c'est là aussi on manque d'études sur le sujet, parce que c'est quand même assez nouveau. On entend parler de plus en plus de réalité virtuelle dans les maisons de retraite, avec des beaux résultats aussi. Mais on n'est pas sur de l'apprentissage, on est sur encore autre chose. Après, nous, on a vu des belles choses, des choses qu'on commence à percevoir. Effectivement, tu parlais des gens qui ont de la difficulté avec la lecture. Il faut savoir que les structures d'insertion avec qui on travaille pour l'expérimentation sur le vélo, par exemple l'EPID, en fait, 50% des gens qui se retrouvent dans ces structures d'insertion présentent des troubles 10. Donc dyslexie, par exemple. Dysorthographie, voilà. Bon, globalement, ils ont une difficulté avec ce qui est écrit, voilà, ou la lecture ou l'écriture. Et c'est vrai qu'en réalité virtuelle, on passe beaucoup par le vocal. Donc en fait, il y a quelqu'un qui vous guide pour vous apprendre à réparer un vélo, par exemple, ou il y a un avatar qui vous parle et vous devez répondre. Et donc il y a moins ce frein. Mais là, je n'ai pas de chiffres encore sur ce sujet-là. On a aussi beaucoup de gens qui viennent des Comores, qui ont des problématiques avec le français. C'est sûr qu'en réalité virtuelle, c'est plus facile pour eux que de lire un texte. C'est évident. Fatia, est-ce que tu as connaissance de recherches qui portent sur l'apport de la réalité virtuelle pour des populations à besoins pédagogiques particuliers, ou encore une fois, ça reste très confidentiel et encore à mener? Assez confidentiel. À ma connaissance, les travaux que j'ai vus, que j'ai pu lire, étaient plutôt référés à la formation des médecins. Parce la chirurgie, j'imagine, ou genre de choses. Exactement, c'est très développé. D'ailleurs, ils ont des salles de simulation. C'est même la pub Facebook sur le métaverse, donc ça prouve que c'est un exemple qui parle. Ça marche, et puis ils ont les moyens, donc ils ont des formateurs, ils ont des salles dédiées. Enfin, voilà. Il y a quelque chose qui est déjà très travaillé. Donc là, il y a des travaux, il y a même des thèses qui ont été portés sur ce sujet. Sur les besoins éducatifs particuliers, je n'ai pas vu de sujet pointu, ou en tout cas de publication spécifique. Ce qu'il en est, par contre, de l'intérêt de ces outils, c'est qu'on peut travailler sur la question de la motivation. C'est-à-dire qu'ils peuvent, à mon sens, et je peux prendre un exemple tout simple, je peux prendre un étudiant, un élève, qui souffrirait par exemple de très grande anxiété face à une situation d'apprentissage, de mise en place de quelque chose. Le fait de pouvoir peut-être le vivre dans un premier temps dans une réalité virtuelle pourrait apaiser et le mettre en confiance, le rassurer. Et là, le fait aussi d'avoir peut-être un accompagnement auditif peut éventuellement venir le guider dans un premier temps pour aller oser faire. Alors moi, je me base sur mon modèle qui est une approche socio-cognitive de Bandura, dans laquelle en fait on a par l'expérience de maîtrise, c'est-à-dire plus on va faire et plus on apprend, et plus on va se rassurer et monter son auto-efficacité, sa croyance à pouvoir réussir. Et donc on s'engage dans la tâche, de 1, de 2, s'il y a une difficulté, on résiste, on va continuer, puis éventuellement on recommence, et on va essayer de mener sa tâche jusqu'au bout. Et même si ça foire complet, on recommencera, parce que du coup, on a gagné en assurance. Et je pense que ça peut être un outil intéressant, voilà, pour ces publics qui ont des besoins divers, hein. Et après, sur la question de l'électronisme, j'y reviens, je pense que si on regarde cette question d'électronisme, il y a quand même une part de la population, et je pense aux personnes âgées en particulier, qui sont malheureusement mises de côté par rapport à ces outils. Parce qu'il n'y a pas d'accompagnement, parce qu'il n'y a pas l'accessibilité. En moyenne, hein, parce qu'on a tous une grand-mère geek qui traîne quelque part. Mais bon, en moyenne, c'est vrai que... Il y a des chiffres très précis là-dessus, effectivement. Ils ont un décalage, et il y avait la question aussi de la ruralité. Quand on est éloigné de tout, on n'a pas forcément accès à tout. Donc, il y a encore des zones blanches en France, en plus, exactement, quand ces outils sont connectés.
Est-ce que vous avez déjà travaillé ou faire une étude sur les personnes qui ont un handicap non visible et lié justement aux entreprises de la mode type H&M ou ce type d'entreprise qui n'ont pas cette attitude-là et les vendeurs n'ont pas cette capacité aujourd'hui à répondre à leurs besoins à ces clients? Un exemple de formation de formation de personnes avec des handicaps non visibles, par exemple dans le domaine de la mode, pour le commerce, c'est ça, hein, donc qui seraient commerçants vendeurs et qui auraient besoin de... J'ai pas d'études en tête, mais si je prends d'autres études sur lesquelles je peux m'appuyer, en fait, il y a deux éléments. Il y a la formation des personnes qui vont accueillir cette personne qui arrive dans l'entreprise. Donc la question de l'entreprise dite inclusive, on sait qu'on attend 6% de personnes incluses, etc. dans les entreprises. De 1, il y a normalement, en fonction du nombre d'employés, théoriquement, un référent handicap maintenant qui est obligatoire. Donc du coup, si on a ces entreprises, les grosses entreprises en tout cas de la mode, je pense qu'ils forcément ils ont un référent handicap qui doit être acculturé pour les accueillir et les accompagner. Après, la question, c'est les collègues. C'est comment les collègues sont formés, informés pour accueillir le mieux possible la personne et prendre en compte sa particularité, non pas pour la mettre à l'écart, non pas pour en avoir peur, mais aussi pour se dire que c'est un enrichissement de la diversité et qu'en fait on est tous différents. C'est peut-être la question que vous posez, c'est est-ce que finalement les entreprises sont acculturées ou prêtes à recevoir la différence? Et on le voit, il y a un écueil, puisque les personnes en situation de handicap, déjà il y a un nivellement par le haut par rapport au nombre de diplômes atteints, etc., les niveaux. Et puis de deux, même s'ils ont les diplômes, on ne les embauche pas. Donc c'est le premier en fait, caractère de discrimination pour les embauches. Donc oui, il y a des études, mais pas spécifiquement sur la mode. En tout cas, pas à ma connaissance. En tout cas, à creuser la question de la formation numérique à des personnes sans situation de handicap a priori, à accueillir et travailler avec des personnes avec des handicaps visibles ou non visibles. Un commentaire complémentaire? Après, moi, quand je travaillais chez Orange, on avait commencé, je pense que ce n'est pas que chez Orange, j'ai entendu parler d'autres choses aussi, c'est la réalité virtuelle, ça permet de travailler l'empathie, parce que je peux me retrouver dans la peau de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre aussi. Il y a des expériences où on est dans un arbre, par exemple, j'en ai vécu une qui m'a pas mal marquée. Et notamment, on avait fait des choses autour des personnes en fauteuil roulant, mais aussi des personnes qui ont des troubles visuels. Ça fait très bizarre. Moi, je m'étais retrouvée dans un magasin où, devant un rayon de fruits et légumes, et tout était gris, en fait. Et vraiment, ça permet de mieux comprendre pour s'adapter, en fait. Un mot de la fin, peut-être, si on revient sur cette question des populations à besoins pédagogiques particuliers, et si on pensait d'abord à eux quand on pensait à la formation numérique, avant de penser aux autres? Moi, je me réfère à mes collègues canadiens qui ont très tôt commencé à penser finalement à la conception pédagogique universelle, donc une approche dès le départ de prise en compte de tous les besoins. Et en fait, quand on pense à l'accessibilité des plus fragiles, en fait, on facilite l'accès pour tous. Donc du coup, la question pour moi, elle est là. C'est que est-ce qu'on peut imaginer dès le départ un environnement d'accueil accessible à tous, sans se poser la question de « il a telle particularité ». Prenons les particularités et tout le monde en profitera au final de toute façon. En pensant aussi, on l'a vu avec le cas particulier du rapport que tu évoquais, à former les intermédiaires, former les formateurs à la maîtrise de ces usages, parce qu'on se rend compte que c'est rarement l'outil numérique face à l'apprenant. Il y a probablement un intermédiaire, un facilitateur pour accéder à ces outils numériques. Merci beaucoup à toutes les deux, merci à vous pour les questions.